Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'écrivain et universitaire Patrice Nganon passe sa deuxième nuit à la prison centrale de Yaoundé. Il a été écroué hier à la surprise générale de ses avocats. Il dénonce une entourloupe montée de toutes pièces au tribunal, des actes qualifiés d'abus qui remettent en question, selon ses avocats, l'impartialité de la justice dans cette affaire. Reportage, Joël Essengue et Marcelin Gansap. C'est en catimini que Patrice Nganon a été conduit manu militari à la prison centrale de Yaoundé. Il était environ 23 h mercredi soir, au terme d'une journée stressante passée au parquet, qui selon son conseil, s'est conclue par une entourloupe bien ficelée par le procureur de la République. Hier à 22h30, quand nous quittions le parquet près le tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé, il nous a été signifié précisément par une fiche qu'il y avait un soit-fait retour de la part du procureur de la République pour le commissariat central numéro 1. Mais nous avons été surpris que ce matin, quand nous arrivons au commissariat central numéro 1, nous nous rendions compte que notre client a été effectivement placé sous mandat de détention provisoire. Ce qui est très aberrant et illégal parce que nous ne sommes pas dans une procédure de flagrant délit. Le conseil de Patrice Nganon dénonce des abus et une violation flagrante de la loi. Toute chose qui tire davantage vers le bas la justice camerounaise. À la rigueur, si il fallait décerner ce mandat parce que nous ne sommes pas en procédure de flagrant délit, il aurait fallu saisir un juge d'instruction pour qu'il le fasse. Mais la procédure a été transformée et ça témoigne également de la mutation de cette procédure. Ça a été transformé en une procédure de flagrant délit pour permettre au procureur de la République de décerner un mandat. En outre, il y a la mutation sans cesse permanente des infractions qui sont reprochées à notre client. Tantôt, on enlève l'outrage, on maintient le faux en écriture publique pour criminaliser les faits et que le procureur, près le tribunal de grande instance, soit compétent, qui lui, à son tour, se déclare incompétent, le renvoie devant le procureur de première instance parce que les faits ne constituent pas des éléments criminels, qui, à son tour, remet l'outrage à corps constitué finalement et l'immigration clandestine, un certain nombre de choses. Nous serons fixés demain lorsqu'on va lire les infractions finalement pour lesquelles notre client est poursuivi devant le tribunal. Interpellé il y a 8 jours, Patrice Nganon va donc passer sa deuxième nuit à la prison centrale de Yaoundé, où il a pu enfin bénéficier de ses premières visites. Puisqu'on n'avait pas accès, personne n'avait pas du tout droit aux visites. Et ce matin, curieusement, c'est à Konengi que je le retrouve après toutes les tractations entachées de toutes les irrégularités qu'on connaît, dont j'ai pu le rencontrer. Il est calme, il est serein et il ne fait que constater ce que son pays est en train de devenir, ce qu'il dénonce depuis des années, ce qu'il a écrit, qui vaut qu'il soit aujourd'hui en Konengi. Parce que c'est l'arbitraire qui a dominé depuis le départ, comme on le dit. Le rendez-vous du 15 novembre au tribunal de première instance de Yaoundé est très attendu, aussi bien par son conseil que les membres du collectif créé pour sa libération. Demain, il passera à l'audience de flagrant délit auprès du dit tribunal. Et c'est à l'occasion de cette audience que nous aurons l'occasion, je peux me répéter, de dénoncer toutes les irrégularités qui ont jalonné cette procédure dès le départ. C'est une bataille qui s'annonce, on va batailler. Nous invitons les gens, les supporters de Patrice à nous rejoindre. C'est pas possible. Comment on peut arrêter un individu, on peut enlever un individu à Douala? Au lieu que c'est la juridiction de Douala qui s'occupe de lui, on l'amène à Yaoundé. Et il faut qu'en une journée, Maître Sim et moi soyons à faire du tourisme carcéral pour retrouver un individu que l'État du Cameroun a arrêté. Patrice Nganon remet au goût du jour le parcours sémé d'embûches des écrivains africains engagés sur le continent. Leurs plumes et critiques acerbes contre les régimes politiques leur ont valu les foudres des tenants du pouvoir au mépris des droits de l'homme. Explication avec Gizogo. En littérature, pour l'écrivain engagé, les mots sont des pistolets chargés, selon l'expression de Brice Parrain, popularisée par Jean-Paul Sartre. Cela suppose donc qu'en tirant avec ces mots, l'écrivain engagé s'expose à la riposte des pouvoirs et des puissants. Au Cameroun, la figure emblématique de l'écrivain engagé, restée dans les annales jusqu'ici,
est Alexandre Biyidi Biawala, alias Ezaboto, alias Mongo Betty. Ses écrits lui valent la colère de l'administration coloniale française lorsqu'il publie en 1954 « Ville cruelle », un roman anticolonial et anticlérical. Sa bourse est suspendue et les tracasseries administratives se multiplient contre lui en France. Plus tard, quand il publie Mamba sur le Cameroun en 1972, un essai qui dépeint au vitriol le régime politique camerounais, celui-ci, dont Amadou Ahidjo, fait interdire via le gouvernement français la sortie du livre dans l'Hexagone. L'écrivain doit attendre 1977 avec la fin du procès qu'il remporte pour voir son livre publié enfin. Avec Paul Biya, ce n'est non plus le grand amour. Lui qui n'hésite pas à qualifier le chef de l'État camerounais d'ectoplasme, refuse de baisser les grilles de sa librairie au passage du cortège présidentiel. Ce qui lui vaut maintes altercations avec la garde présidentielle. Au-delà du Cameroun, on se remémore la fronde de Jean-Paul Sartre contre le général de Gaulle, au point qu'André Malraux, certes écrivain, mais surtout supporter sans borne de Gaulle, devait suggérer qu'on arrête l'auteur de Les Mains sales. Fort heureusement, de Gaulle eut ce mot d'esprit, on n'arrête pas Jean-Paul Sartre. Tout comme il se contentait de pester contre l'esprit de Raymond Aron par cette formule sans appel, Raymond Aron, professeur au Figaro, journaliste au Collège de France. Mais tout le monde n'est pas de Gaulle et peu de monde goûte la conviction de Voltaire qui affirmait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. » Preuve même que le métier d'écrivain engagé reste un métier à risque. De violents affrontements ont éclaté ce matin entre des assaillants et l'armée camerounaise dans une localité située à quelques encablures de Manfé dans la région du sud-ouest. Selon des sources militaires, les forces de défense de sécurité ont mis hors d'état de nuire les assaillants. Des armes et plusieurs accessoires de guerre ont été récupérés. Une opération de ratissage a également été effectuée selon les mêmes sources militaires. Le bilan des affrontements fait état de plusieurs morts côté assaillants et aucune perte chez les forces de sécurité camerounaises. Ces informations n'ont pas encore été confirmées officiellement. Et au-delà de cet engagement à préserver l'intégrité du territoire et combattre les terroristes sur tous les fronts au Cameroun, il y a un climat social qui se détériore avec la violation des droits humains selon le constat effectué par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Compte rendu, Guy Zogo. La présentation à Yaoundé d'un rapport du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, intitulé « Les lois de la liberté », a offert le prétexte à cette organisation pour faire le point sur la situation des droits humains au Cameroun. Depuis 2013, les libertés fondamentales au niveau du Cameroun sont quand même bafouées, et qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme ou bien dans la crise anglophone avec les coupures d'Internet, avec la restriction des libertés d'expression et de manifestation. Il y a donc pour le REDAC urgence de remettre les pendules à l'heure. Il fallait remettre les pendules à l'heure parce que, qu'on le veuille ou pas, la restriction de l'espace civique est là. Et donc ça n'a rien à voir seulement avec la crise anglophone, même si la crise anglophone a contribué à cela. Précisément, la loi sur le terrorisme est visée en son article 2. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a quand même une loi qui a été adoptée. Et cette loi a été utilisée avant la crise anglophone contre certains activistes et nous avons déploré cela. Cette loi, nous l'avons déplorée même avant qu'elle ne commence à être utilisée, surtout son article 2, alinéa 2. De manière générale, le REDAC appelle les juristes à se mobiliser pour perfectionner les lois afin que les activistes puissent mieux s'en servir. Les propositions stratégiques qu'on voudrait mettre en place, c'est de demander, n'est-ce pas, aux juristes et aux... Implanter son chantier, non sans en avoir eu à s'occuper des populations. Il y a son représentant, nous allons demander à son représentant que nous attendons de lui qu'il vienne prendre des engagements
recasant d'abord les populations. Par la suite, on va évaluer et voir s'il peut effectivement se construire sans pour autant que nos populations ne soient dans l'insécurité. Informé de la menace qui pèse sur les familles installées dans ce bloc du quartier Kolbikok 1, le sous-préfet de Yaoundé 6 est descendu sur les lieux pour une mise au point. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez acheté un terrain que vous devez mettre la vie des populations en péril. Il s'agit d'une obligation parce que, premièrement, les constructions sur les flancs de collines sont dangereuses. Et lorsqu'on s'y engage, il faudrait aussi s'engager à en assumer les conséquences. C'est un préjudice qui crée à ces populations et même il a troublé l'ordre public puisque ces populations peuvent mourir à tout moment. À l'absence du promoteur qui a préféré se faire représenter, l'autorité administrative a décidé de l'arrêt des travaux. Nous avons pris la dimension du danger que les populations courent, notamment il y a à peu près 50 personnes qui peuvent à tout moment se retrouver soit sans abri, soit même sous les décombres des maisons. J'ai demandé aussi à l'opérateur économique de recaser ces populations qui sont en danger avant maintenant de construire le mur de soutènement, de reconstituer l'escalier et de raccorder l'eau pour que l'environnement soit rétabli. Ce n'est pas la première fois que les habitants de Kolbikok 1 sont sous la menace d'un éboulement de terrain. Un précédent projet réalisé quasiment dans la même zone avait déjà fait perdre le sommeil aux riverains. C'est une zone à risque, comme il en existe plusieurs dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Dans le reste de l'actualité, la capitale économique du Cameroun renoue avec l'insalubrité. Des ordures ménagères jonchent les rues, débordent des bacs et polluent le quotidien des habitants de la ville de Douala. À l'approche des fêtes de fin d'année, ce volume d'ordures ménagères pourrait tripler sous le regard indifférent des pouvoirs publics. François Djikoumé et Flavien Dongo. Ménagères, tels des pots de fleurs qui inondent les quartiers de la ville. Des populations suffoquent. Avec tous ces odeurs nauséabondes, on a du mal à respirer. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Les carrefours, les abords de route et les devantures des domiciles sont parsemés des tas d'immondices. Véritable péril sur la ville de Douala. La poubelle partout, les mouches partout. Quand vous allez au lycée, vous ne pouvez pas passer. Les élèves sont dans les mouches. Les élèves ne peuvent pas apprendre. Et au quartier, vous ne pouvez pas manger. C'est inadmissible. C'est donc inadmissible que le phénomène perdure depuis des mois sous les regards insouciants des responsables de la structure en charge du ramassage des ordures et surtout le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Faute de mieux, des commerçants qui occupent les trottoirs acceptent malgré tout de courir le risque d'attraper des maladies respiratoires. Oui, ça me ménage. Je vais faire comment? Je n'ai pas le choix. Je vais faire comment? Je vais abandonner ma part de métier pour aller rester à la maison. Je ne peux pas faire autrement. Une tonne prend ses responsabilités en main. Pour sortir franchement le quartier de la ville de l'étage. Dans ce désordre qui n'honore pas la ville, des usagers sont aussi complices. Chaque jour on vient verser, même moi qui suis là, quand on verse ça, vous pensez comment? On doit aller manger ça. Même quand on met le bac là-bas, ils viennent laisser le bac, ils viennent se couper par terre. Surpopulation, pollution et insalubrité, c'est désormais le lot des problèmes que traînent les villes camerounaises, et notamment Douala. La région de l'Ouest engagée dans une réflexion sur les enjeux et contraintes du développement. Pour évoquer la problématique du développement socio-économique de la région de l'Ouest à travers ses différentes communes. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le docteur Jules Hilaire Foka-Foka,
Il est le vice-président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Il évoque l'importance de cette rencontre qui se tient dès la semaine prochaine à Bandjoun, dans la région de l'Ouest. Le Salon des communes de l'Ouest, 4e édition 2017, se prépare très très bien. Nous venons de terminer avec une réunion, la dernière réunion avant le démarrage samedi prochain. Nous avons essayé de faire le point des différentes commissions qui avaient été mises sur pied dans le cadre de l'organisation de ce grand salon. Et je peux vous dire qu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette année, nous avons confié le côté technique à l'université de Tchang, qui est un très grand partenaire. Et le doyen de la fac de droit a bien voulu nous accompagner en présidant personnellement la commission technique, dont les exposés seront de très grand niveau, et ce n'est pas des exposés, je ne dirais pas que c'est académique nécessairement, mais c'est sur les thèmes qui concernent les communes du Cameroun, et en général, et les communes de l'Ouest en particulier. Donc les exposés sont assez riches. Le président régional du CVUC, le président Futso Victor, le vendredi dernier nous a interpellés sur l'organisation de ce SACO. Il nous a fait comprendre que ce salon devrait être une parfaite réussite. L'Agence des normes et de la qualité compte mettre en garde les entreprises engagées dans la construction des infrastructures de la CAN 2019. L'ANOR annonce qu'elle veillera au respect de l'utilisation de matériel qui, bien sûr, respecte les normes, un matériel de qualité. Également, elle va s'assurer, cette agence, que les entreprises prestataires réalisent des chantiers qui respectent les normes internationales. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. C'est pratiquement un ultimatum que l'Agence des normes et de la qualité lance aux entreprises engagées dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019. L'ANOR invite ces entreprises à réaliser des ouvrages de qualité répondant aux normes internationales. Nous positionnons en tant qu'organisme de distinction de la qualité pour accompagner donc le gouvernement camerounais et sur la qualité des ouvrages qui vont être mis à disposition donc de notre pays, afin que ce soit au niveau hôtelier, que ce soit au niveau d'infrastructures hôtelières, que ce soit au niveau d'infrastructures routières. Nous voulons jouer pleinement notre rôle pour accompagner donc le Cameroun dans cette distinction au niveau de la qualité. Il est donc question pour l'ANOR de veiller au respect de la norme, qu'il s'agisse des travaux de construction des infrastructures de la CAN 2019 que des produits de consommation que l'on retrouve sur le marché camerounais, mais dont la qualité n'est toujours pas garantie. Nous avons mis l'accent sur nos différentes missions, faire en sorte que les Camerounais soient au fait de la chose normative. Nous avons besoin de mettre l'accent sur certains produits qui sont connus, notamment dans des secteurs qui sont très sensibles, l'alimentation, les matériaux de construction, et nous avons également des produits de santé. Cette résolution a été prise à l'issue de la 17e session du conseil d'administration de l'ANOR tenu à Yaoundé. Les travaux ont également porté sur l'adoption du budget de l'Agence des normes et de la qualité pour l'exercice 2018. Budget équilibré en ressources et emplois à la somme de 8 890 422 000 francs CFA. Je vous le disais en titre, le comité de normalisation de la FECAFOOT annonce déjà les couleurs du processus électoral. À mi-parcours de son mandat, son président, Maître Dieudonné Api, a présenté un mode de scrutin uninominal et les assemblées générales de 2009 ont été retenues pour adopter les nouveaux textes de la FECAFOOT, ceci après la validation de la mouture par la FIFA. Et sur le contrat, la situation du sélectionneur-entraîneur des Lions Indomptables, le comité de normalisation de la FECAFOOT confirme que le contrat du technicien belge Hugo Broos ne sera pas renouvelé. Maître Dieudonné Api déclare que les négociations ont d'ores
ont d'ores et déjà commencé avec d'autres entraîneurs et il n'est pas exclu qu'un technicien camerounais soit retenu pour être le sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables lors des prochaines années et pour les prochaines compétitions. À ce sujet, je vous propose d'écouter Maître Dieudonné Hapi, président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Nous sommes en train de préparer la CAN 2019. Vous ne pouvez pas prendre la décision de mettre un terme au contrat de l'entraîneur-sélectionneur sans envisager la suite. Et en ce moment, nous sommes en train de discuter avec les entraîneurs camerounais parce qu'il ne faut rien exclure. Ce sont des patriotes qui ont indiscutablement intérêt à ce que tout se passe pour le mieux et nous allons voir la meilleure solution pour notre équipe nationale. Si au terme de nos échanges, de nos analyses, il s'avère que c'est un entraîneur camerounais qui pourrait nous constituer la meilleure chance pour nous pour aboutir, n'est-ce pas, à l'objectif recherché, eh bien ma foi, je pense que vous devinez la suite. Le président de Gord. Toujours en sport, la grande journée sportive de l'Association des compagnies d'assurance du Cameroun s'est déroulée samedi dernier à Douala dans une ambiance carnavalesque. Au-delà des récompenses, ces journées étaient la traduction du dynamisme de l'Association des compagnies d'assurance au Cameroun. Reportage. L'édition 2017 de la journée sportive de la SAC, l'association des sociétés d'assurance du Cameroun, a battu le rappel des troupes. Une participation record des sociétés d'assurance à la grande marche sportive dans les artères de la ville de Douala. Une marche sportive dans l'harmonie qui traduit la solidarité au sein de la SAC. À l'arrivée de la marche au centre d'accueil de Bepanda, tous les participants exécutent les mouvements sous la conduite d'un moniteur. Cette journée qui marque la clôture de la saison sportive de la SAC fait la part belle à la femme. Le match de gala met aux prises les femmes de la SAC en blanc aux femmes de la communauté urbaine de Douala en jaune. Un match âprement disputé qui est sanctionné par la victoire des femmes de la SAC à l'issue de l'épreuve des tirs au but. La meilleure joueuse du match remercie ses coéquipières. Je voudrais remercier l'équipe de la SAC de m'avoir fait confiance. Et c'est une équipe dont je ne pouvais pas vraiment, c'est mon équipe qui m'encourageait également. Donc c'est un travail en commun. Le grand moment de la journée sportive de la SAC, c'est cette grande finale de football. Une chaude explication entre le champion bénéficiaire FC en bleu et blanc et le vice-champion AGC en blanc. Une finale de titans qui a été dominée par AGCFC qui s'offre le trophée de la Coupe de la SAC 2017 et prive ainsi Beneficial FC du doublé. Il ne suffit pas de passer en premier, il y a des critères. D'autres attractions ont meublé cette belle journée sportive de la SAC 2017. Le tir à la corde, animation de différents groupes de danse. Les meilleurs acteurs de la saison sportive de la SAC ont été récompensés. Malgré le sacre, pour le directeur de AGC, l'essentiel c'est la convivialité et la solidarité dans la grande famille de la SAC. C'est un moment pour nous d'oublier un peu les débats, les discussions sur le contrat, plutôt faire des discussions sur le mouvement. C'est un moment qui nous permet de nous retrouver au-delà de notre métier qui est difficile de nous. Nous nous retrouvons comme ça et cela nous permet de mieux communiquer entre nous. C'est un moment également de partage, ça permet également, lorsque nous faisons tous les rangs dans la composition des différents directeurs ou on est en avant un joueur. Le président de la SAC loue l'initiative de mettre les femmes au devant de la scène et revient sur le principal objectif des journées sportives. Un sentiment de fierté parce que
C'est la première fois qu'on a une fête populaire comme celle-là. Ça a été vraiment une heureuse initiative d'impliquer les femmes. D'abord parce que elles représentent 51% de la population. Ensuite, par leur engagement, leur enthousiasme, nous sommes... Ça rime aux standards internationaux. Manu Dibango confirme la notoriété d'une compétition qui atteint la maturité. Mais il ne faut jamais s'arrêter en chemin, prévient la légende. Son accompagnement vise donc deux principaux objectifs. D'abord, soutenir la Société anonyme des brasseries du Cameroun dans la recherche de l'excellence dans ce projet de détection et de formation des talents de l'art musical lancé en 1990. Comment est-ce qu'on va percevoir la nouvelle vision des musiques camerounaises à l'extérieur? Parce que c'est bien ce qu'on consomme à l'intérieur, mais comment porter le flambeau de ce pays, musicalement parlant, à l'extérieur? C'est aussi le but. Manu Dibango, appelé à émettre un avis sur une production artistique, il faut évidemment s'attendre à une qualité de prestation nettement plus relevée chez les candidats de Mixistar 2017. Je ne suis pas seul, forcément, il y a un jury, et puis on débat avec le jury. C'est ça l'histoire. Et si chacun a un point, j'ai peut-être 2 points, moi. À ajouter quelque part, mais c'est un débat entre les sensibilités des uns et des autres. C'est ça. L'essentiel, c'est qu'on arrive réellement à présenter la personne qui, dans l'espace, parmi les gens qui sont choisis, la personne qui est vraiment la plus représentative. C'est pas toujours facile un choix. Sur 100 sélectionnés au départ, ils sont désormais 6 en cause pour remplacer Marlise, la vainqueur de Mixistar 2016. Après 10 semaines de prime sur les antennes, 3 mois de compétitions intenses, le voile sera levé sur la meilleure voix de l'édition 2017 du concours ce 14 décembre. Comme depuis 27 ans, la marque musique révélera le vainqueur de la compétition au monde entier en assurant la production et la promotion de son album. Vous n'avez peut-être pas eu la chance d'obtenir un carton d'invitation pour cette finale de Mixistar. Soyez rassurés, cet événement de haute facture est retransmis en direct sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. Mais avant, dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez suivi ces nombreux incidents qui ont émaillé la dernière session parlementaire de l'année 2017, particulièrement un incident où l'un des députés de l'UDC a été impliqué et critiqué par des parlementaires RDPC à cause d'une chevalière qui a été lancée et qui a blessé un député RDPC. Comment avez-vous vécu ces événements-là? Oui, ce que je dois dire, c'est que c'est très triste pour notre pays, dans la mesure où, on est dans une session budgétaire, quelque chose de très très important. Ils vont de manquement en manquement, en commençant par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et tout ça. Et ce que je dois rappeler, pour que les gens le sachent très bien, c'est que ça fait 20 ans que l'UDC est à l'Assemblée nationale, et chaque fois, il y a eu un blocus pour qu'un de nos députés puisse être, n'est-ce pas, la commission des finances. Ce qui veut dire que le préalable avant les plénières, l'UDC, depuis 20 ans, s'est vu la porte fermée. Alors, il ne nous reste que les plénières pour poser nos problèmes. Et je dois dire qu'il ne faut pas voir l'incident, l'accident, parce que ce n'est pas un incident, c'est surtout un accident qui est intervenu. Il ne faut pas voir les vous-vous-et-là, il ne faut pas voir tout cela. Il faut voir qu'est-ce qui a provoqué tout cela. C'est ça qui est important. Et ce que je dois dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, aucun Camerounais n'est capable de parler du budget
Or, le rôle du député, c'est de pouvoir discuter avec l'exécutif les problèmes du budget. Quand on vous voyez donc frustré, on vous interdit de parler. Nous, par exemple, à l'Union démocratique du Cameroun, on a pu faire 3 sessions, 3 mois, tout simplement parce qu'on devait peaufiner un certain nombre de choses. Par exemple, les APE, il fallait qu'on ait un bilan sur les APE. Il fallait qu'on parle de la monnaie, le CFA. Est-ce que le Cameroun, quelle est la position du Cameroun? Nous avons fait 3 sessions tous les mois pour en parler. Et voilà donc que nous qui avons travaillé sur les problèmes de fond, nous ne pouvons pas parler à l'Assemblée nationale. Alors, où est-ce qu'on va parler? Où est-ce qu'on va pouvoir interpeller le gouvernement? Donc, le chevalet qui a été lancé est un signe de ras-le-bol. L'accident qui s'est produit, c'est tout simplement que le premier chevalet qui était parti est tombé au milieu de la salle, il n'a blessé personne. Quand l'autre chevalet est parti, malheureusement, c'est quand le président de l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait eu débat, a dit adopter. Et quand les députés du RDPC se sont levés, le chevalet était dans la trajectoire, parce que si ce monsieur était par exemple assis, il n'y aurait jamais eu cet accident. Mais on a suivi des parlementaires RDPC qui ont sollicité des excuses publiques de la part de la députée Patricia Ndamjoya. Elle a voulu tenir une conférence le lendemain de ces événements survenus à l'Assemblée nationale. Cela a été quasi impossible pour elle. Pensez-vous que cette députée a été victime de représailles de la part des parlementaires? Oui, les représentants des parlementaires RDPC ont voulu en principe, n'est-ce pas, faire une sorte de diversion pour qu'on ne parle pas des incongruités de ce budget. Des incongruités de ce budget. Donc, le député de l'UDC, Tomemo Ndamjoya, n'a pas eu à attendre pour présenter ses excuses. Quand l'incident s'est produit, elle a présenté ses excuses à celui qui a été victime et après, elle l'a revu pour lui représenter ses excuses. C'était un accident. Donc, que les députés du RDPC s'agitent et que le président de l'Assemblée nationale interdise à l'UDC de faire une conférence de presse, peut-être faut-il lui rappeler qu'après chaque budget, les députés de l'UDC ont le devoir et l'obligation de recevoir les journalistes pour leur dire leur point de vue par rapport à ce budget, avant d'aller sur le terrain le dire. Mais on a suivi Kavaye Guédibril estimer à la clôture de la session parlementaire que c'était l'une des sessions les plus démocratiques où toutes les voix se sont exprimées durant les travaux en séance plénière ou en commission. Est-ce que vous partagez son point de vue? Ben je crois qu'on est rentré déjà dans ces habitudes-là, c'est-à-dire que le Cameroun se porte très bien. Les Camerounais souffrent, ils se portent très bien. Ceux qui déclarent que le Cameroun se porte très bien ne souffrent pas. Ils ont tous les moyens à leur disposition et ils disent que le Cameroun se porte très bien. Donc les Camerounais ont à juger eux-mêmes si le Cameroun se porte bien. Ce n'est pas à moi de dire si le Cameroun se porte bien ou mal. Mais ce que je constate, c'est que nous sommes entrés dans des fronts de guerre. La guerre, ça coûte cher. Et précisément, si vous regardez ce budget, vous allez vous rendre compte que les investissements ont baissé de 18% et le fonctionnement a augmenté de 6%. Ça, c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la situation du colonisé. Parce que les colons, hier, se portaient bien, c'est vous qui souffrez pour qu'eux, ils se portent bien. Mais on peut encore comprendre que les colons travaillaient comme ça pour que le peuple qu'ils représentaient se porte mieux. Mais au niveau du Cameroun, il y a des détournements qu'on ne peut pas estimer. Justement, dans ce contexte où il y a un programme de redressement économique qui est en cours avec le FMI,
l'année prochaine. Qu'est-ce qui se profile là pour montrer que les élections sont possibles l'année prochaine? Moi, je vois encore rien. Mais on dit on va y aller. Personne ne pourra empêcher qu'on aille aux élections. Même si le Cameroun est sur plusieurs fronts de guerre, nous irons aux élections. Les élections telles que nous les connaissons ici, sans transparence, avec un mauvais code électoral, des élections à un tour. De qui se moque-t-on? Parce que là est le problème. Les gens sont en train de gouverner en pensant qu'en face, il n'y a personne. Non, le peuple a besoin de vivre. Et c'est ça, parce que le problème du Cameroun, on a amené les Camerounais à ce qu'ils soient des procureurs, alors que les Camerounais devraient être des défenseurs. Vous voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, vous voyez tout le monde tirer. Vous voyez même au niveau de l'opposition. Le peuple, certains partis du peuple disent ben, il n'y a personne là-bas, l'opposition ne fait rien, etc. etc. Mais est-ce qu'elle existe justement, cette opposition, face à toutes ces dérives sociales, économiques et politiques que vous décriez? Comment voulez-vous que l'opposition existe quand on n'a pas encore atteint la démocratie? C'est-à-dire qu'on vote quelqu'un pour ses idées, pour son programme. Nous n'avons pas encore atteint ce stade au Cameroun. Au Cameroun, on vote les têtes des gens, les ethnies des gens, etc., etc. Non, il faut qu'on dépasse cela. C'est la raison pour laquelle les historiens sont appelés, les écrivains sont appelés pour écrire. Parce que l'histoire du Cameroun doit être écrite par nous-mêmes. Je pense que ceux qui sont en train de la tourner en dérision auront honte. Parce que nous ne pouvons pas vivre si on n'a pas notre histoire. Nous ne pouvons pas vivre si on n'a pas notre culture. Nous ne pouvons pas vivre si nous nous comportons parce que nous sommes au pouvoir comme des colons qui colonisent. Non, ceux qui colonisent sont partis. Nous restons entre nous, nous devons développer notre pays. Mais le gouvernement demande à tous ceux qui sont opposés à sa politique de s'exprimer dans un cadre républicain et non de prendre en otage, par exemple, l'éducation des enfants, comme cela a été observé dans les régions anglophones, ou alors de menacer l'intégrité du territoire. Est-ce que vous comprenez cette volonté du gouvernement de vouloir mettre sur pied un cadre républicain où tous les acteurs puissent discuter de toutes ces questions-là? Ils n'en sont pas capables. Nous avons eu la réunion tripartite en 1991, où on a défini le cadre où on devait aller. Ils n'en sont pas capables, ils ne l'ont pas fait. Il faut le savoir, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, nous demandons un grand dialogue? Tout le monde le demande, tout le monde le réclame à corps et à cri. Ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Voilà, donc, fondamentalement, l'État qui nous gouverne aujourd'hui ne peut pas nous donner des leçons. Au contraire, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est être humbles et se rendre compte que pendant 35 ans, 40 ans, ils ont gouverné avec beaucoup d'échecs. Vous savez que le Cameroun était un pays intermédiaire. Aujourd'hui, il est quoi? C'est sur ça qu'on doit discuter. Et pour y arriver, il faut que les Camerounais eux-mêmes redeviennent des citoyens. Les citoyens, ce n'est pas des gens qui se divisent. Ce n'est pas des gens qui se tirent dessus parce que tel est de tel côté ou de tel côté. Les citoyens, c'est celui qui veut que son pays se développe dans un développement durable. Et c'est pour cette raison, précisément, que nous, on est coincés parce que on vient de voter une loi de finances qui ne tient pas compte de l'évolution des Camerounais. Merci Cyril Sambaka. Je précise que vous êtes le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.